Un mariage en Suisse coûte en moyenne entre 30 000 et 40 000 francs. Traiteur, lieu, photographe, robe et j'en passe. Et tout ça, tout le monde le calcule. Ce que personne ne calcule, c'est que dès le lendemain de la cérémonie, vous devenez financièrement responsable l'un de l'autre. Et parfois même des dettes que vous n'avez pas contractées vous-même. Et le 8 mars 2026, un événement a changé une partie de l'équation fiscale pour des centaines de milliers de couples suisses. Ce jour-là, le peuple suisse a voté la fin d'une inégalité fiscale vieille de plus de 40 ans. Est-ce que ça veut dire que se marier ne change plus rien pour vos finances? Non. Et c'est exactement ce qu'on va démêler. En quelques minutes, vous saurez précisément ce que le mariage change pour vos finances, pas dans 10 ans, maintenant. Commençons par ce que tout le monde regarde, le budget de la fête. Selon l'Office fédéral de la statistique, un mariage suisse pour 40 à 70 invités coûte en moyenne entre 30 et 40 000 francs, hors tenue et bagues. Pour un mariage plus large, autour de 80 invités, d'autres sources parlent plutôt de 40 000 à 50 000 francs. Et pour un mariage haut de gamme, le budget peut grimper à 80 000, voire dépasser 120 000 francs. C'est une vraie dépense, mais ce n'est qu'un jour. Ce qui suit dure. Statistiquement, 15 ans en moyenne et parfois beaucoup plus. Et dès le lendemain, quelque chose change juridiquement que presque personne ne réalise. Le mariage en droit suisse crée un devoir légal d'entretien et d'assistance mutuelle dès le jour de la cérémonie, pas seulement en cas de séparation. Et il y a une conséquence que beaucoup découvrent trop tard. Pour les besoins courants du ménage, chaque époux peut engager financièrement l'autre, même sans son accord préalable. Concrètement, un abonnement, une facture médicale pour les enfants, l'épicerie, le loyer, tout ce qui relève des besoins ordinaires de la famille peut vous engager solidairement, même si c'est votre conjoint qui a signé. En revanche, un emprunt personnel pour un achat individuel, hors besoin courant, reste à la charge de celui qui l'a contracté. Ce n'est pas une clause consigne, c'est automatique. Dès le mariage, et ça continue tant que vous êtes marié, pas seulement en cas de crise. Depuis des décennies, se marier avait aussi un coût fiscal. Un couple marié remplit une déclaration d'impôt commune. Ses deux revenus et sa fortune sont additionnés. Résultat, à situation financière égale, ce couple paie souvent plus d'impôts qu'un couple non marié, à revenus identiques déclarés séparément. Le tribunal fédéral lui-même a reconnu cette inégalité de traitement dès 1984. Le 8 mars 2026, le peuple suisse a tranché. La loi fédérale sur l'imposition individuelle a été acceptée par 54,23% des votants. À l'avenir, chaque adulte remplira sa propre déclaration et sera imposé individuellement, marié, en partenariat enregistré ou célibataire. La Confédération estime qu'environ la moitié des contribuables paieront moins d'impôts et qu'environ une personne sur 7 en paiera davantage. Mais attention à un détail qui change tout pour vous, aujourd'hui en 2026. Cette réforme entre en vigueur progressivement aux 3 niveaux de l'État et les cantons ont jusqu'en 2032 pour s'adapter. Donc si vous vous mariez cette année, la pénalité fiscale n'a pas disparu du jour au lendemain sur votre feuille d'impôt cantonale et communale. Elle est votée, elle va disparaître. Mais le calendrier dépend de votre canton. En Suisse, un couple marié qui arrive à la retraite ne reçoit pas 2 rentes AVS pleines. Il reçoit au maximum une rente et demie au total, plafonnée à 150% de la rente maximale, partagée entre les deux conjoints. Un couple marié en concubinage où chacun a cotisé de son côté peut au contraire toucher 2 rentes AVS pleines et distinctes, sans ce plafonnement. Ce que le mariage donne en échange, c'est une protection automatique que le concubinage n'offre pas de la même façon. La rente de conjoint survivant à l'AVS comme dans la LPP. En tant que conjoint marié, vous êtes prioritaire dans l'ordre légal des bénéficiaires. Pour un couple non marié, cette protection n'existe pratiquement jamais sans démarche active, contrat de concubinage ou désignation explicite comme bénéficiaire. Voici quelque chose que beaucoup de couples découvrent seulement au décès de l'un d'eux. Le mariage fait automatiquement de votre conjoint un héritier légal, sans qu'aucun testament ne soit nécessaire. La part varie selon qui est encore en vie. La moitié de la succession si vous laissez des descendants. Les 3/4 si vous laissez vos parents, mais pas d'enfants. Et la totalité au-delà. Et cette part est en grande partie protégée. Depuis la réforme du droit successoral entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la réserve héréditaire du conjoint survivant est de la moitié de sa part légale, soit 1/4 de la succession totale en présence d'enfants. Impossible de l'exclure entièrement, même par testament. Et voici le contraste qui compte vraiment si vous hésitez encore entre mariage et concubinage. Sans mariage ni partenariat enregistré, votre concubin n'est pas un héritier légal. Zéro, rien. Il ne reçoit quelque chose que si vous rédigez un testament et seulement dans la limite de la quotité disponible. Voici quelque chose que la plupart des couples ne décident jamais activement et qui s'applique pourtant automatiquement dès le jour du mariage. Le régime matrimonial, son contrat signé chez le notaire, vous êtes automatiquement sous le régime de la participation aux acquêts.
Sous ce régime, chaque conjoint garde ses biens propres, ce qu'il possédait avant le mariage, ce qu'il a reçu en héritage ou en donation, et tout ce que le couple accumule pendant le mariage, les acquêts, forment une masse partagée par moitié en cas de divorce ou intégrée à la succession en cas de décès. Pour la majorité des couples, ce régime par défaut est équilibré et suffisant. Mais si l'un des deux dirige une entreprise, possède un patrimoine familial important, ou si vous arrivez au mariage avec des patrimoines très différents, ce régime par défaut peut ne pas correspondre à ce que vous voulez réellement. La seule façon d'en choisir un autre, séparation de biens ou communauté de biens, c'est un contrat de mariage chez le notaire. Sophie et David se marient cette année. Sophie a repris il y a 3 ans une petite entreprise familiale qui vaut aujourd'hui environ 200 000 francs. David a un bon salaire, mais pas de patrimoine propre. Sans contrat de mariage, l'entreprise de Sophie reste un bien propre. Elle ne sera pas partagée en cas de divorce. Mais toute la croissance de la valeur de cette entreprise pendant le mariage peut, elle, être considérée comme un acquis et donc entrer dans le calcul du partage. C'est exactement le genre de situation où un contrat de mariage, avec par exemple une clause qui exclut la plus-value professionnelle du partage, protège les deux. Sophie qui ne veut pas risquer son outil de travail et David pour que tout soit écrit sans arrière-pensée. C'est pas un manque de confiance, c'est exactement le même principe que pour le fonds d'urgence dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Ce n'est pas parce qu'on prévoit le pire. Et je vais être direct avec vous, ce n'est pas de la théorie pour moi. Il y a une vraie chose que j'aurais aimé décider avec clarté avant plutôt que de le découvrir en plein divorce. C'est celle-ci. Quand on se sépare, on n'est plus aligné sur rien. Pas parce qu'on est devenus des ennemis, parce qu'on n'avait jamais vraiment posé à deux ce qu'on ferait si un jour on n'était plus ensemble. On se dit sur le principe, on fera les choses bien, la réalité est tout autre. Alors voici 3 choses concrètes à décider ensemble, pas après le mariage, avant ou dès que votre situation change. Première chose, si l'un de vous se met à temps partiel, le plus souvent pour les enfants, l'autre devrait compenser l'écart de prévoyance qui se crée au fur et à mesure plutôt que de compter uniquement sur le partage légal au moment d'un éventuel divorce. Je parle de LPP et je parle de 3e pilier. Concrètement, ça peut prendre la forme d'un rachat volontaire, chaque année dans la caisse de pension du conjoint qui a réduit son taux d'activité, financé par le ménage, donc indirectement par les 2 revenus. Le principe du rachat existe précisément pour ça, combler une lacune de prévoyance pendant qu'on est encore en mesure de le faire, pas seulement la constater 15 ans plus tard. Ceci est ma recommandation personnelle, pas une règle de droit suisse. La loi ne vous oblige jamais à compenser en cours de mariage. Elle ne le fait que partager après coup en cas de divorce. Le choix de compenser plus tôt, activement, c'est une décision de couple, pas une obligation légale. Deuxième chose, la gestion des comptes bancaires. Compte commun pour les charges du ménage, compte séparé pour le reste. Tout en commun, il n'y a pas de bonne réponse universelle, mais il y a une mauvaise façon de faire. Ne jamais en parler clairement et découvrir des années plus tard que l'un des deux n'a plus aucune visibilité sur les finances du couple. Troisième chose, la plus inconfortable à aborder, mais la plus utile, lister à 2 ce qu'on ferait en cas de séparation. Pas pour anticiper l'échec, pour éviter qu'une décision aussi lourde se prenne plus tard, dans l'urgence, et sous le coup de l'émotion. Exactement le terrain où naissent les conflits les plus coûteux qu'on a vu dans la vidéo sur le divorce. Ça peut rester une discussion notée quelque part, ou ça peut devenir des clauses concrètes dans le contrat de mariage chez le notaire. La loi suisse laisse une réelle marge de manœuvre pour organiser vous-même une partie de ces conséquences en dehors du strict régime par défaut. Et si un jour vous êtes en désaccord, avant même de penser à un avocat, un ou une médiatrice familiale agréée coûte largement moins qu'une procédure contentieuse et évite justement cette dynamique où plus personne n'est aligné sur rien. Voici les 3 erreurs les plus fréquentes. Erreur numéro 1, croire que parce que la loi a été votée en mars 2026, elle s'applique déjà partout. Sa mise en œuvre cantonale s'étale jusqu'en 2032. Erreur numéro 2, ignorer qu'à partir du mariage, vous pouvez être engagé par les dettes courantes de votre conjoint sans avoir rien signé vous-même. Erreur numéro 3, garder après le mariage un bénéficiaire du 3e pilier désigné des années plus tôt. Cette désignation prime sur votre testament, un mariage est exactement le bon moment pour la vérifier. Si vous retenez 7 choses. 1. Le jour J coûte en moyenne 30 à 50 000 francs. 2. Dès le mariage, vous êtes solidairement responsable des dettes courantes du ménage, même celles que vous n'avez pas signées. 3. La pénalité fiscale du mariage a été votée en mars 2026, mais elle ne disparaît pas partout ni tout de suite. 4. Un couple marié touche au maximum 150% de la rente AVS à 2, pas de rente pleine. 5. Le mariage fait automatiquement de votre conjoint un héritier légal protégé, ce qui n'est jamais le cas pour un concubin sans testament. 6. Sans contrat de mariage, vous êtes automatiquement en participation aux acquêts. 7. Si l'un de vous réduit son temps de travail, compensez la prévoyance en temps réel, mettez à plat la gestion des comptes et listez à froid ce que vous feriez en cas de séparation. Pas dans l'urgence. Ça, c'est ma recommandation absolument personnelle, ce n'est pas une loi.
Avec la vidéo sur le divorce de la semaine dernière, vous avez maintenant les deux faces de la même pièce. Ce que ça coûte de défaire un couple et ce que ça change d'en créer un. Le point commun aux deux, plus vous savez tôt, moins la surprise coûte cher. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque jeudi, un concept financier expliqué simplement. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.